disciplinas. Bueno, nada, no quiero hacer perder más tiempo. Hoy nos va a hablar entonces de un tema de los últimos que mencionaba, de tipo historiográfico, teórico. El título de la conferencia entonces es Transición, usos y límites de una categoría historiográfica. Le damos la bienvenida a Jack, le agradecemos que esté aquí. Agradezco también muchísimo, obviamente, al Centro Franco Argentino, ya me estaba olvidando, y Guillaume se va a enojar conmigo, que es quien ha gestionado la venida de Jack aquí. Así que bueno, muchas gracias y lo dejo con él. C'est moi qui vous remercie. Je suis très honoré de parler ici devant des gens dont je connais un certain nombre et d'autres. Alors, le thème dont je vais parler ce soir est un thème sur lequel j'ai travaillé récemment. Et sur lequel je m'avance avec prudence. Mais peut-être pas avec assez de prudence. Alors, un petit livre qui est paru l'an dernier, qui s'appelle L'âge des transitions. Un libro que ha sido publicado el año pasado y que se llama La Era de Transiciones. Un livre écrit par un philosophe. M'a pas appris grand-chose, mais il m'a au moins appris que transition, le mot, avait été retenu comme le mot de l'année 2014 par un jury d'écrivains, de journalistes, de spécialistes de la langue française, comme le mot qui résumait le mieux la situation dans laquelle nous sommes. Gracias a este libro, que no me ha enseñado demasiadas cosas, pero sí gracias a él pude saber que la palabra transición fue considerada como la palabra del año 2014 por un jurado de escritores, periodistas y especialistas de la lengua francesa, por ser la palabra que mejor resumía la situación en la que estamos. Alors, je dois dire que j'étais un peu surpris, mais c'est probablement parce que pour un historien de ma génération, donc une génération un peu ancienne, le mot transition évoquait des débats qui peuvent paraître aujourd'hui très lointains, sur lesquels je reviendrai, en particulier la sacro-sainte question de la transition du féodalisme au capitalisme, qui déjà quand j'étais jeune n'était plus neuve. Pero seguramente, para mí, fue una sorpresa, seguramente fue así, porque para un historiador de mi generación esta palabra evocaba debates que hoy parecen lejanos y a los que me referiré luego. La sacrosanta cuestión de la transición del feudalismo al capitalismo, que ya no era tan nueva, ni mucho menos cuando yo era joven. Alors, ce qui est vrai, c'est que entre-temps, le mot transition est devenu un mot à tout faire, mais je soupçonne que ça a toujours été le cas. Es cierto que mientras tanto la palabra transición se volvió una palabra que servía para todo, pero quizás esto no haya sido siempre de esta manera. Alors les usages de transition me semblent se polariser entre deux acceptions différentes. Los usos que se hicieron de esta palabra me parece que se polarizan entre dos acepciones muy diferentes. La première acception suggère un passage entre deux états successifs et distincts qui, par hypothèse au moins, sont identifiés comme tels. Par exemple, lorsque nous parlons de la transition d'un régime autoritaire à un régime démocratique, ou dans un autre registre, lorsque nous parlons de la transition démographique. Entonces, la primera acepción sugiere un pasaje entre dos estados sucesivos y diferentes, y que son, al menos por hipótesis, identificados como tal. Esto es así cuando hablamos de la transición de un régimen autoritario a un régimen democrático, o en otro registro cuando hablamos de la transición demográfica. La deuxième acception est beaucoup plus allusive. Elle confère à la transition une valeur absolue, sans préciser nécessairement entre quel état premier et quel état second elle se situe. Par exemple, lorsque nous parlons d'un pape de transition ou d'un premier ministre de transition,
On le fait en général, non pas pour dire entre quoi et quoi on passe, mais pour minorer l'importance que l'on pense devoir accorder à un individu ou à une époque. La segunda acepción entonces es mucho más alusiva, le confiere a la transición un valor absoluto sin necesariamente sin precisar entre qué estado primero y qué estado sucesivo se inscribe. Cuando hablamos, por ejemplo, de un papa de transición o de un primer ministro, lo hacemos en general para restarle importancia a lo que creemos que tiene que acordarse de un individuo o un fenómeno del cual pensamos que no está destinado a durar ni a dejar una huella. Et dans ce deuxième cas, le mot est investi d'une valeur négative ou au moins limitative. Y en este segundo caso, la palabra posee un valor negativo o al menos limitativo. Bref, transition est devenue une sorte de commodité de langage. Le mot est insuffisamment spécifié et il en résulte une sorte de brouillage notionnel qui ne facilite pas les choses. El uso entonces del término de transición suele ser una comodidad del lenguaje. No está lo suficientemente especificado para que resulte una suerte y resulta una suerte de interferencia semántica y nocional que no va a facilitar las cosas. En un mot, transition, dans son usage commun, est devenu plus ou moins synonyme de changement. Transición se volvió prácticamente un sinónimo de cambio. Alors, après Marc Bloch, et comme nous tous, je ne doute pas un instant que penser le changement soit la première tâche d'un historien, mais il se trouve qu'il y a plusieurs manières de le penser. Después de Marc Bloch, no dudo un instante en pensar que el cambio sea la primera tarea del historiador, pero ocurre que hay varias maneras de pensarlo. Alors, la transition engage l'idée d'une dynamique. La transición implica l'idea de una dinámica. Transire en latin, c'est aller ailleurs, vers un autre état. Transire en latin es ir a otra parte, hacia otro estado. Par exemple, vers l'au-delà. Ce qu'on appelle les transis en français, c'était le nom médiéval qu'on donnait aux morts. Sí, es ir al más allá. Lo que en francés llamaba el transis era el nombre dado a los muertos. Ils étaient passés de l'autre côté. Es decir, que eran quienes habían pasado del otro lado. L'idée donc est bien celle d'un passage, mais pendant longtemps cette idée n'a pas eu de connotation historique forte. La idea era por lo tanto la de un pasaje, pero sin embargo no tenía una connotación histórica fuerte. Alors tout a changé entre la fin du XVIIIe et les premières décennies du XIXe siècle, avec l'avènement de ce qu'on appelle, après Koselleck, après Hartog, le régime moderne d'historicité. Todo cambió entre el final del siglo XVIII y las primeras décadas del siglo XIX con la llegada de un régimen moderno de historicidad, para retomar los términos de Koselleck y luego de François Hartog. Alors je rappelle très brièvement ce dont il s'agit. C'est le moment où le passé devient un pays étranger, distant. Es el momento donde el pasado se vuelve un país extranjero, distante. Et où on ne peut plus y puiser des histoires exemplaires. Y donde no se pueden agotar más historias ejemplares. À l'ancienne conception d'une histoire qui était toujours contemporaine, Frente a la antigua concepción de que la historia siempre era algo contemporáneo, se substitue celle d'une histoire unifiée se sustituye a la de una historia unificada et une histoire qui est désormais comprise comme un procès global, objectif, una historia que comprendía como un proceso global, objetivo, qui obéit à sa logique propre que obedece a su lógica propia et dont il revient à l'historien, et à l'époque surtout aux philosophes, de retrouver les lois internes. y es tarea del historiador, y en su momento fue la del filósofo, la tarea de encontrar sus leyes internas. À partir du XIXe siècle, l'histoire est comprise comme un mouvement, A partir del siglo XIX la historia es comprendida como un movimiento, et ce sont les règles et les formes de ce mouvement qu'il importe de comprendre.
Y lo importante es comprender las reglas y la forma de su movimiento. Et bien entendu, il n'y a aucun hasard si cette invention d'une autre manière de penser l'histoire Y por supuesto que no es un azar si esta nueva manera de pensar la historia a été contemporaine d'un âge de rupture sociale, politique, idéologique, économique majeure. sí ha sido contemporánea de una era de rupturas sociales, políticas, ideológicas, económicas mayores. Hein, c'est ce que Reinhard Koselleck a appelé la Sattelzeit, qu'on traduit souvent d'ailleurs comme l'âge des transitions. Es lo que Koselleck siempre ha llamado la Sattelzeit y que se suele traducir como la era de las transiciones. Hein, je rappelle que Sattel en allemand, c'est un col, c'est un passage entre deux montagnes. Y les recuerdo que Sattel en alemán es un pasaje entre dos montañas. Donc il s'agit bien d'une transition entre deux moments, l'ancien et le nouveau. Es decir, que se trata de una transición entre dos momentos distintos, el antiguo y el nuevo. Alors voici une définition relativement précoce, puisqu'elle date des premières années du XIXe siècle. Y voy a enunciar ahora una definición que es relativamente precoz, ya que es de los primeros años, proviene de los primeros años del siglo XIX. Elle a l'intérêt particulier d'insister sur la contemporanéité de l'histoire vécue et de la conceptualisation dont cette histoire fait l'objet. Esta definición presenta el interés de insistir sobre la contemporaneidad de la historia vivida y de la conceptualización de la que es objeto. Alors je cite. Voy a citar. Du reste, il n'est pas difficile de voir que notre temps est un temps de gestation et de transition. Por lo demás, no es difícil ver que nuestro tiempo es un tiempo de gestación y de transición. L'esprit du temps a rompu avec le monde de son être là et de la représentation qui a duré jusqu'à maintenant. El espíritu del tiempo ha roto con el mundo del ser allí y el de la representación que ha durado hasta ahora. Il est sur le point d'enfouir ce monde dans le passé Se dispone a enterrar este mundo en el pasado et il est dans le travail de sa propre transformation. y se entrega a la tarea de su propia transformación. En vérité, l'esprit ne se trouve jamais dans un état de repos, En realidad el espíritu jamás se encuentra en un estado de reposo, mais il est toujours emporté par un mouvement indéfiniment progressif. sino que siempre se haya transportado por un movimiento indefinidamente progresivo. Bon, je saute un passage. Cet émiettement continu qui n'altérait pas la physionomie du tout est brusquement interrompu par le lever du soleil qui, dans un éclair, dessine en une fois la forme du nouveau monde. Voy a saltar entonces en la cita, este resquebrajamiento continuo que no alteraba la fisonomía del conjunto se ve bruscamente interrumpido por la salida del sol que en un relámpago dibuja de una vez la forma del nuevo mundo. Alors, qui connaît cette phrase ¿Quién conoce Cette phrase romantique, esta magnifique. frase romántica magnífica? C'est la préface de la phénoménologie de l'esprit de Hegel, Es el prólogo de la fenomenología del espíritu de Hegel, 1807. 1807. Alors, je me suis laissé aller au plaisir de cette trop longue citation, Bueno, me di el gusto de hacer esta larga cita, car dans ce texte très précoce, porque en este texto, que era muy precoz, l'essentiel du problème est posé, et d'une certaine manière, on pourrait dire que la scène historiographique est campée, et elle est campée pour longtemps. y en este texto podemos decir que lo esencial del problema está planteado de alguna manera, la escena historiográfica está establecida y por mucho tiempo. On y trouve l'affirmation d'une dynamique permanente de l'histoire et la question du passage à l'intérieur de cette dynamique. Encontramos allí la afirmación de una dinámica permanente de la historia y la cuestión del pasaje en el seno mismo de esta dinámica. Alors pour Hegel, vous le savez, le roman de l'esprit, les aventures de l'esprit, passe par une série de figures successives qui sont engendrées par un processus dialectique de négation et de dépassement. Il faut détruire pour inventer autre chose. Para Hegel, lo saben muy bien,
La novela del espíritu pasa por una serie de figuras que se engendran por un proceso dialéctico de negación y de superación. Alors Hegel, c'est un philosophe, ce n'est pas un historien. Pero Hegel es un filósofo, no un historiador. Et nous savons tous que ces reconstructions, y compris dans ses œuvres dites historiques, sont souvent approximatives. Y sabemos que sus reconstrucciones, incluso en sus obras que se dicen históricas, son aproximativas. Bref, Hegel n'est pas un collègue. En síntesis, Hegel no es un colega. Mais ce que je retiens ici de sa formulation, Pero lo que sí retengo de su formulación c'est ce qui va durablement caractériser la notion de transition comme catégorie historique et historiographique, es que él va de manera durable caracterizar la noción de transición como una categoría histórica e historiográfica. Elle est d'une part conçue comme une catégorie d'attente, un entre-deux, Es considerada como una categoría de espera o de expectativa, entre dos, un moment où une forme ou un état se défont sans que l'on puisse déjà pressentir ce qui va les remplacer. un momento donde una forma o un estado se deshacen sin que se pueda presentir lo que los reemplazará. Et elle est, en second lieu, inséparable d'une conception orientée, d'une conception vectorielle et souvent téléologique du temps historique. Es, en segundo lugar, inseparable una concepción orientada, vectorial, a menudo teleológica, del tipo histórico. Hein, même si on ne sait pas vers quoi va le temps historique, il ne fait plus de doute qu'il va vers quelque part. Aunque no se pueda enunciar exactamente hacia dónde va el tiempo histórico, sin duda va hacia algún lugar. Alors, pas nécessairement vers l'accomplissement de l'esprit absolu, comme le pensait Hegel, No necesariamente hacia la culminación del espíritu absoluto, como lo pensaba Hegel, mais dans une histoire qui a elle-même un sens, pero en una historia que en sí misma tiene un sentido. et je laisse à sens son ambiguïté, c'est-à-dire à la fois une direction et une signification. Y yo dejo esta ambigüedad que es al mismo tiempo un sentido y una significación. Alors, dans un 19e siècle qui était dominé par les schémas évolutionnistes, En un siglo XIX dominado por los esquemas evolucionistas, la transition est ainsi devenue le mode privilégié de la pensée du progrès, la transición se volvió en el modo privilegiado del pensamiento del progreso et elle le restera en gros jusque au deuxième tiers du XXe siècle. y seguirá siéndolo hasta el segundo tercio del siglo XX. On la retrouve en gros dans la plupart des grands schémas fonctionnalistes qui se sont proposés pendant un siècle et demi de rendre compte de la transformation des sociétés historiques. Está presente en la mayoría de los grandes esquemas funcionalistas que se propusieron durante un siglo y medio dar cuenta de las transformaciones de las sociedades históricas. Alors, bien entendu, c'est Marx que nous retrouvons en ce point. Por supuesto que en este punto al que vamos a encontrar es a Marx. Marx qui est celui qui a le plus explicitement cherché à décrire et à comprendre les phénomènes de transition. Él fue quien de manera más explícita trató de describir y comprender los fenómenos de transición, Au point que le terme même de transition a longtemps été considéré comme relevant de manière quasi exclusive du vocabulaire et de la théorie marxiste. al punto tal que este término durante mucho tiempo fue considerado propio de manera casi exclusiva del vocabulario marxista y de la teoría marxista. Alors mon collègue, l'anthropologue Maurice Godelier, Entonces, mi colega, el antropólogo Maurice Godelier, considère ainsi que si les problèmes de la transition, et en particulier ceux que pose l'émergence du capitalisme, avaient été reconnus par les fondateurs de l'économie politique, d'Adam Smith à Ricardo, Marx seul a été capable de proposer une véritable théorie de la transition. entonces Maurice Godelier considera que si los problemas de la transición, aquellos en particular de la emergencia del capitalismo, hubieran sido reconocidos por los fundadores de la economía política, desde Smith a Ricardo, Marx solo hubiera sido capaz de proponer una verdadera teoría de la transición.
une théorie de la transition qui, je cite Godelier, qu'il a d'abord élaborée pour expliquer le passage du féodalisme au capitalisme, mais qui peut être formalisée et appliquée à d'autres exemples de passage d'un système à un autre et d'un mode de production à l'autre, qui est donc susceptible de généralisation. Entonces ahora voy a citar a Maurice Godelier, que dice que en primer lugar esta teoría de la transición es elaborada para explicar el pasaje del feudalismo al capitalismo, pero que puede ser formalizada y aplicada a otros ejemplos de pasaje de un sistema a otro y de un modo de producción a otro, que es por lo tanto susceptible de généralisation. Alors par transition, Marx comprend, je suis toujours Godelier, une phase bien spécifique de l'évolution d'une société, la phase dans laquelle cette société prend compte de plus en plus de difficultés internes et ou externes à reproduire le système économique sur lequel elle se fonde et commence à se réorganiser plus ou moins rapidement, plus ou moins violemment, sur la base d'un autre système qui devient à son tour la forme générale des conditions nouvelles d'existence. Entonces, por transición, Marx comprende, en efecto, una fase bien específica de la evolución de una sociedad, la fase en la cual esta sociedad encuentra cada vez más dificultades internas y o externas para reproducir el sistema económico sobre el que se funda y comienza a reorganizarse, más o menos rápidamente y más o menos violentamente, sobre la base de otro sistema que finalmente es, a la vez, la forma general de las condiciones nuevas de existencia. Alors, faute de compétences, je ne me risquerai pas à ajouter un commentaire supplémentaire à des textes qui ont été glosés longuement par des générations de marxologues, en des sens qui sont d'ailleurs différents, puisque certains commentateurs, comme Étienne Balibar, considèrent, eux, que Marx n'a produit qu'une esquisse inaboutie d'une théorie de la transition. Por falta de competencias, no voy a correr el riesgo de agregar un comentario suplementario a textos que han sido ya glosados por generaciones de marxólogos en sentidos, por cierto, diferentes, ya que algunos comentadores, como Étienne Balibar, consideran que Marx solo ha producido un esbozo inacabado de una teoría de la transición. Alors, je ne m'aventure pas dans ces débats, mais il me suffit dans l'immédiat de retenir certains aspects. Me basta con retener al menos algunos aspectos. Le premier, qui est absolument sans surprise, qui est bien connu, c'est que le modèle formel de Marx reste celui de la dialectique hegelienne. El primer modelo que no nos sorprende es que el modelo formal es el de la dialéctica hegeliana. Le deuxième aspect n'est pas moins trivial. Ce qui détermine le processus de transformation, ce sont les forces productives matérielles qui entrent à un moment donné en contradiction avec les rapports de production existants. Y el segundo aspecto no es menos trivial, es el que determina el proceso de transformación. Son las fuerzas productivas materiales las que entran en un momento dado en contradicción con las relaciones de producción existentes. Troisième aspect est plus intéressant. La transition est pensée comme un phénomène global. El tercer aspecto, que es más interesante, es aquel que dice que la transición es pensada como un fenómeno global. Je rappelle que le projet de Marx, c'était d'identifier tout ensemble les lois spécifiques qui régissent chaque forme historique et celles qui déterminent le passage d'une forme sociale à une autre, plus exactement, comme Marx l'écrit, l'origine, l'existence, le développement et la mort d'un organisme social donné et son remplacement par un autre supérieur. Entonces, el tercer aspecto la transición es pensada como un fenómeno global. Recordemos que el proyecto de Marx es identificar en su conjunto las leyes específicas que rigen cada forma histórica y aquellas que determinan el pasaje de una forma social a otra. O, para decirlo con más exactitud, como escribe Marx, el origen, la existencia, el desarrollo, la muerte de un organismo social dado y su reemplazo por otro superior. Alors nous avons bien affaire à une approche de type systémique qui prend en compte les transformations des modes de production et les rapports sociaux qu'ils engagent au sein d'une formation économique sociale à un moment donné du temps.
Por lo tanto, se trata de un enfoque sistémico que tiene en cuenta las transformaciones de modo de producción y las relaciones sociales que se establecen en el seno de una formación económica y social en un momento del tiempo. Et vous aurez noté aussi que l'organisme social vers lequel s'accomplit la transition est qualifié de supérieur, c'est-à-dire comme dépassant celui qui remplace. La dialectique marxiste, comme la dialectique hegelienne, est inséparable d'une conception vectorielle du temps historique. Por lo tanto, habrán notado que el organismo social en el que se produce la transición es calificado de superior, es decir, como un superador de lo que reemplaza. La dialéctica marxista, como la dialéctica hegeliana, es inseparable de una concepción vectorial del tiempo histórico. Alors revenons sur Terre. Entonces, volvamos a poner los pies en la tierra. Et demandons-nous pourquoi ce problème de la transition a pris autant d'importance dans le débat marxiste et bien au-delà. Entonces, preguntémonos por qué este problema de la transición ha cobrado tanta importancia en el debate marxista y más allá de él. Pourquoi a-t-il mobilisé autant les historiens et plus généralement les spécialistes des sciences sociales à travers le monde? ¿Por qué ha movilizado de tal manera a los historiadores y a los especialistas de ciencias sociales a través en el mundo? Alors, les discussions ont porté, pour l'essentiel, je vais y revenir, sur la transition du féodalisme au capitalisme. Las discusiones esencialmente han girado en torno al tema de la transición del feudalismo al capitalismo. Alors même que chacun sait ce que Marx peut nous apprendre sur le monde féodal reste limité et aujourd'hui totalement dépassé. Aunque todos sabemos que lo que Marx puede enseñarnos con respecto al mundo feudal hoy es limitado y aparentemente superado. Mais c'est sans doute que l'enjeu principal du débat marxiste sur la transition n'est pas dans le passé, mais dans l'avenir. Pero sin duda el problema principal del debate marxista es que la transición no se ubicaba en el pasado sino en el futuro. L'enjeu, c'est, ou c'était, le passage attendu du mode de production capitaliste au mode de production socialiste. El desafío entonces era el pasaje del modo de producción capitalista al modo de producción socialista. Alors, interroger le passé, au fond, c'était se donner une sorte de boussole historique. Entonces, interrogar el pasado era darse una suerte de brújula histórica. Et au fond, on pourrait dire que toute la réflexion marxiste, en particulier après 1917, a interrogé le passage du féodalisme au capitalisme. Entonces podemos decir que todo el pensamiento marxista a partir de 1917 ha interrogado el pasaje du féodalisme au del capitalisme, feudalismo al capitalismo, pour se rassurer sur le passage du capitalisme au socialisme. para tranquilizarse con respecto al pasaje del capitalismo al socialismo. Alors j'en viens maintenant à l'une des grosses pièces du dossier, la plus grosse, ce débat des historiens, et pas seulement des historiens, sur la transition du féodalisme au capitalisme. Entonces he llegado ahora a uno de los grandes problemas de este debate, que es el debate de los historiadores, y no solo de los historiadores, sobre la transición del feudalismo al capitalismo. Alors c'est un débat interminable et, me semble-t-il, sans conclusion définitive. Creo que es un debate interminable y sin conclusión definitiva. Et pour autant, ce n'est pas un débat moins important, et c'est même un débat intéressant, parce qu'il nous permet de réfléchir sur les catégories qui ont été engagées dans le débat. Sin embargo, no carece de importancia este debate, incluso lo considero interesante porque nos permite reflexionar sobre las categorías implicadas en este debate. Alors, je n'ai pas le temps d'entrer ici dans le détail d'une histoire extrêmement compliquée, No tengo tiempo para entrar en los detalles de una historia extremadamente complicada, mais je me contente de rappeler, pour les plus jeunes, des épisodes qui sont bien connus, au moins des plus vieux, pero me contento con recordar, al menos para los más jóvenes, los episodios que son bien conocidos, apenas por los más viejos. Tout commence avec la controverse au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale Todo comienza con una controversia al día siguiente de la Primera Guerra Mundial entre deux économistes, entre dos economistas, un Anglais, Maurice Dobb, DOB, un inglés, Maurice Dobb, qui était professeur à Cambridge,
era profesor de Cambridge, et un Américain, Paul Sweezy, qui était professeur à Harvard. y un norteamericano, Paul Sweezy, que era profesor en Harvard. Alors, les deux protagonistes étaient des économistes et les deux étaient marxistes. Los dos eran economistas y marxistas, Mais ils étaient en désaccord sur l'importance qu'il fallait accorder aux facteurs internes, c'était la position de Dobb, et aux facteurs externes, c'était la position de Sweezy, dans la désorganisation du mode de production féodal. pero sin embargo no estaban de acuerdo con respecto a la importancia relativa de los factores internos, y esta era la posición de Dobb, y los externos, que era la posición de Sweezy, en la desorganización del mundo de producción feudal. Alors le débat s'est rapidement élargi. Dobb et Sweezy ont été rejoints par des historiens britanniques qui eux aussi se revendiquaient du marxisme, Rodney Hilton, Eric Hobsbawm, Christopher Hill, le groupe qui a créé Past and Present au début des années 50. Entonces, pronto ellos fueron seguidos por historiadores británicos al comienzo, y en su mayoría, también en su mayoría se reivindicaban como marxistas. El medievalista Hilton, el modernista Christopher Hill, y luego Eric Hobsbawm, que en su mayoría eran miembros del grupo que estuvo en el origen de la revista Past and Present en 1952. Bon, et puis un peu plus tard, ils ont été rejoints par des historiens français, japonais. Luego fueron seguidos por historiadores franceses y japoneses. Et tout ça a donné un petit livre que les gens de ma génération, et peut-être de la tienne, ont lu religieusement pendant les années 60 et 70, qui était un peu le companion book du débat. Y esto fue seguido por un libro que quizás algunos hayan leído, 60 et 70. de los años 60 y 70. Alors, la préoccupation commune partagée par tous ces historiens, Entonces la preocupación que compartían todos estos historiadores, la plupart d'entre eux marxistes, que la mayoría de ellos eran marxistas, était certainement de vérifier le bien fondé des instruments d'analyse que Marx avait proposés. era verificar fundamentalmente la legitimidad de los instrumentos de análisis propuestos por la tradición marxista. Pour certains d'entre eux, il s'agissait aussi de mettre à l'épreuve ces instruments, ces concepts, en s'interrogeant, par exemple, sur ce qu'est le mode de production féodal. Para algunos de ellos se trataba de poner a prueba estos instrumentos y interrogar, por ejemplo, sobre lo que era el modo de producción feudal. Il s'agissait aussi de se demander dans quelle mesure les transformations de la société médiévale européenne, ou même, on pourrait dire, la société médiévale de l'Europe occidentale, avaient connu dans la longue durée, dans quelle mesure ces transformations avaient pu affecter la nature même du mode de production féodale. Y preguntándose también en qué medida las transformaciones que la sociedad medieval, europea, incluso de Europa occidental, había conocido en el tiempo, conocidas en el tiempo, han podido afectar la naturaleza misma del mundo de producción feudal. Alors ces transformations, elles sont bien connues, c'est la disparition de l'esclavage, c'est le développement des échanges, c'est l'émancipation relative des villes et de la bourgeoisie urbaine à partir du XIIe siècle, et c'est l'accumulation d'un capital marchand et la diffusion d'activités de type capitaliste. Estas transformaciones, seguramente las conozcas, son la desaparición de la esclavitud, el desarrollo del intercambio, la emancipación relativa de las ciudades y de la burguesía urbana a partir del siglo XII, la acumulación de un capital mercantil y la difusión de actividades de tipo capitalista. Alors vous voyez que, à partir de cette liste, la question de la transition prenait le risque de devenir, dans une perspective qui était au moins implicitement téléologique, la question des conditions qui favorisent au Moyen-Âge le développement du capitalisme.
Entonces pueden ver estas transformaciones, con estas transformaciones la cuestión de la transición corre el riesgo de volverse en una perspectiva implícitamente teleológica, la de las condiciones que favorecen a été relancé à la fin des années 70 avec ce qu'on a appelé le Brenner Debate, du nom de l'historien américain Robert Brenner, qui a proposé une autre version de la transition vers le capitalisme. Y les recuerdo solo para la memoria de ustedes que la discusión se relanzó a fines de los años 70 con el Brenner Debate que surge del nombre del historiador norteamericano Robert Brenner, que proponía comprender la transición hacia el capitalismo. Alors, ce débat, c'est un débat qui est rapidement devenu international et dans lequel il faut bien dire que la part des historiens français n'a pas été spécialement remarquable. Este debate rápidamente se volvió internacional y podemos decir que la parte que correspondía a los historiadores franceses ha sido tardía y no ha sido muy notable. Et c'est pourtant le texte d'un historien français que je vais retenir pour tenter d'identifier du dehors, puisque je ne suis ni médiéviste ni marxologue, pour tenter d'identifier ce qui me paraît poser problème dans une approche posée en ces termes. Sin embargo, el texto que voy a tomar es el texto de un historiador francés y lo tomo para tratar de identificar desde afuera, ya que no soy medievalista ni marxólogo, lo que me parece plantear un problema en un enfoque planteado en estos términos. Alors il est vrai que ce texte est dû à un très grand historien, Pierre Villard, et à un historien qui se revendait explicitement du marxisme. Es cierto que este texto pertenece a un gran historiador, Pierre Villard, que es un historiador que además se reivindica explícitamente como marxista. Voici donc un rapport qu'il a rédigé en 1963, donc en plein débat, sur la transition du féodalisme au capitalisme. Aquí entonces un informe redactado en 1963 sobre la transición del feudalismo al capitalismo. Alors, chez Villard, le mode de production féodal est caractérisé, je cite, par la propriété à plusieurs degrés sur les terres et la propriété limitée sur les personnes, d'où résultait un circuit à peu près fermé entre le produit agricole et la consommation conjuguée des classes paysannes et des classes féodales. Fin de citation. Entonces, para Villard, el modo de producción feudal se caracteriza, y cito, por la propiedad en varios grados sobre las tierras y la propiedad limitada sobre las personas, de donde resulta un circuito prácticamente cerrado entre el producto agrícola y el consumo conjugado de las clases campesinas y de las clases feudales. Il importe cependant pour Villard de repérer, je cite, dès leur apparition, les facteurs qui préparent, souvent de très loin, ce changement de nature. On devine, écrit-il, que tout élément contraire au principe du mode de production féodal prépare sa destruction. Sin embargo, es importante distinguir para Villard, y cito, desde su aparición los factores que preparan, a menudo desde muy lejos, este cambio de naturaleza. Adivinamos que todo elemento contrario al principio del mundo de producción feudal prepara su destrucción. Alors ces éléments, ils ne sont pas spécialement originaux chez Villard, ce sont classiquement ceux que je viens d'évoquer, le développement des échanges, le fait urbain, la différenciation sociale, l'accumulation primitive du capital. Estos elementos son básicamente aquellos que acabo de evocar: el desarrollo de los intercambios, el hecho urbano, la diferenciación social, la acumulación primitiva del capital. Et ces éléments, Villard nous dit qu'ils apparaissent souvent très tôt, parfois dès le XIe siècle, et il arrive localement qu'un mode de production capitaliste
puissent s'ébaucher. Para Vilar, estos elementos aparecen a menudo desde muy lejos, a veces desde el siglo XI, y lo que ocurre localmente es que un modo de producción capitalista puede esbozarse. Mais, nous dit-il, ces ébauches, isolées, reculent ensuite et on ne peut pas parler de vrai passage au capitalisme que lorsque des régions assez vastes vivent sous un régime social franchement nouveau. Pero él dice también, cito nuevamente, estos esbozos aislados reculan luego, y solo se puede hablar de un verdadero pasaje al capitalismo cuando regiones lo suficientemente vastas viven bajo un régimen social francamente nuevo. Alors, des affirmations de ce type me paraissent poser plus de problèmes qu'elles n'en résolvent. Ahora, las afirmaciones de este tipo me parece que plantean más problemas de los que resuelven. Non pas au niveau des données qui sont bien connues, mais dans l'interprétation qui nous en est proposée. No a nivel de los datos, que son por cierto bien conocidos, pero el problema se plantea a nivel de la interpretación que nos es propuesta. Et mon objection se situe à un double niveau. Y mi objeción se situará en un doble nivel. Premièrement, la distinction entre mode de production féodal et mode de production capitaliste est une distinction qualitative, comme Villard nous le rappelle dès la première phrase que j'ai citée. En primer lugar, la distinción entre modo de producción feudal y modo de producción capitalista es una distinción cualitativa, como Villard nos recuerda en la primera frase de su texto. Il s'agit de deux modes de production différents et qui sont non compatibles entre eux. Se trata de dos modos de producción diferentes y no compatibles entre sí. Mais en même temps, l'affirmation, toujours chez Villard, que l'on ne peut parler de vrai passage au capitalisme lorsque des régions assez vastes vivent sous un régime social franchement nouveau, c'est une affirmation de nature quantitative et qui pose bien entendu un problème de seuil. Pero la afirmación de que se puede hablar de un verdadero pasaje al capitalismo solo en regiones lo suficientemente vastas que viven bajo un régimen social francamente nuevo es de naturaleza cuantitativa y plantea, por supuesto, el problema del umbral. C'est-à-dire que ce sont deux manières très différentes de formuler le problème de la transition. Es decir, que son dos maneras muy diferentes de formular el problema de la transición. J'ajoute qu'on peut à bon droit se demander de quelle manière une approche systémique comme celle de Marx, et comme un certain nombre d'autres, peuvent même permettre de penser les phénomènes de transition. Y también voy a agregar que con razón podemos preguntarnos de qué manera un enfoque sistémico como el de Marx, como muchos otros, permite pensar los fenómenos de transición. Dès lors que l'on pense en termes de système, ou de type, ou de modèle, ou de structure, un ensemble que l'on ne veut opposer à un autre système, ou à un autre modèle, ou à une autre structure, on le fait en les identifiant à travers leurs différences, en estimant que ces différences elles-mêmes font système. On constitue modelo o de estructura, un conjunto que queremos oponer a otro sistema o a otro tipo o a otro modelo, lo hacemos identificándolos a través de sus diferencias, que consideramos que forman un sistema en sí mismo. Constituimos así conjuntos que se oponen entre sí, término a término, como blocs. ¿Qué quiere decir entonces pensar la transición? Il me semble que deux possibilités se présentent alors qui nous proposent des points de vue bien différents et qui ne doivent pas être confondus parce que les réalités historiques qu'ils nous donnent à voir bien diferentes y que no deben confundirse porque las realidades históricas que nos hacen ver no pueden superponerse. La première de ces possibilités procède en termes systémiques, comme je viens de le rappeler. La primera de estas posibilidades procede en términos sistémicos, como acabo de recordar. L'autre possibilité consiste à suivre, comme le propose aussi Villard,
dès leur apparition dans le cours d'une histoire, des phénomènes qui perturbent le modèle en place ou, comme il l'écrit, les facteurs qui préparent souvent de très loin ce changement de nature. El otro consiste en seguir, como lo propone también ya desde su aparición en el curso de la historia, los fenómenos que perturban el modelo existente o, como él escribe, los factores que preparan, a menudo desde muy lejos, este cambio de naturaleza. À cette réserve près que l'optique téléologique, c'est-à-dire la conviction que le capitalisme doit succéder au mode de production féodal, est toujours problématique et qu'il vaut généralement mieux pour un historien éviter d'expliquer l'avant par l'après. Y es por esta reserva que la óptica teleológica es siempre problemática y siempre es mejor evitar de explicar el antes por el después. Villard avait certainement raison de dire que la présence de financiers dans la Rome antique ou de marchands à Venise au Moyen-Âge ne permettait pas de parler d'un capitalisme antique ou d'un capitalisme médiéval. Seguramente Villard tenía razón cuando decía que la presencia de financieros en la Roma antigua o de comerciantes en la Venecia de la Edad Media no permiten hablar de capitalismo antiguo o medieval. Mais en même temps, l'opposition systémique qu'il posait entre deux modes de production n'était susceptible de s'articuler à aucune chronologie cohérente parce que la construction historiographique qu'il élaborait ne s'y prêtait pas. Pero al mismo tiempo la oposición que él plantea entre estos dos modos de producción no es susceptible de articularse con ninguna cronología unificada, ya que la construcción historiográfica que elabora no se presta para esto. L'une et l'autre de ces approches sont utiles, l'une et l'autre nous apprennent quelque chose sur les formes et sur les raisons du changement, mais elles me paraissent irréductibles l'une à l'autre, parce que l'une est clairement discontinuiste et l'autre franchement continuiste. Ambas perspectivas son útiles en el sentido de que nos enseñan algo sobre las formas y sobre las razones del cambio, pero me parecen irreductibles una a otra, ya que una es claramente discontinuista y la otra continuista. Alors, je vais prendre un deuxième exemple plus rapidement, et un exemple dans lequel je m'aventure avec encore plus de prudence, parce que je suis encore plus loin de mes compétences comme historien. Voy a dar un segundo ejemplo, pero con este ejemplo lo voy a dar aún con mayor prudencia, ya que estoy aún más lejos de mis competencias de historiador. Le passage ou la transition de l'Antiquité au Moyen-Âge est l'autre site canonique sur lequel se sont exercés les meilleurs esprits. El pasaje o la transición de la antigüedad a la Edad Media es otro sitio canónico sobre el que se han ejercido los mejores espíritus. Il y a longtemps maintenant que le schéma proposé par Gibbon et avant lui par Montesquieu, le déclin et la chute de l'Empire romain, n'est plus accepté. Hace ya mucho tiempo que el esquema propuesto por Gibbon y antes de él por Montesquieu sobre la decadencia y la caída del Imperio romano que no es aceptado. Et la nature historiographique ayant horreur du vide, le problème s'est aussitôt posé de savoir par quoi on pourrait remplacer ce schéma. Y el problema entonces que se plantea la historiografía es cómo se puede reemplazar este cambio. Alors à nouveau, je n'entre pas dans le détail d'une confrontation historiographique très complexe et je me limite à prendre en compte quelques positions récentes. Y una vez más no voy a entrar en los detalles de una confrontación historiográfica muy compleja y me limito a considerar algunas posiciones recientes. Elles me paraissent appeler des analyses qui sont somme toute assez proches de celles que je viens de décrire à propos de la transition du féodalisme au capitalisme. Creo que requiere un análisis a fin de cuentas cercano al que acabo de describir con respecto a la transición del feudalismo al capitalismo. Perry Anderson n'est pas un spécialiste de l'Antiquité tardive, mais un essayiste savant, d'inspiration marxiste lui aussi, et qui, dans un livre publié en 1974, est parti à la recherche de ce qu'il appelle une explication structurale du sort différent de l'Occident et de l'Orient dans les derniers siècles du monde antique. Perry Anderson no es un especialista en la antigüedad tardía, sino un ensayista erudito de inspiración marxista, él también, que en un libro publicado en 1974 partió a la búsqueda de una explicación estructural
de la suerte diferente de Occidente y de Oriente en los últimos siglos del mundo antiguo. Et la réponse à cette question, nous dit Perry Anderson, se trouve dans le développement historique antérieur de ces deux zones du système impérial romain. Y la respuesta a esta pregunta, nos dice Perry Anderson, se encuentra en el desarrollo histórico anterior de estas dos zonas del sistema imperial romano. Le mode de production fondé sur l'esclavage fut dès sa naissance avant tout celui de l'Occident. El modo de producción fundado en la esclavitud fue desde su nacimiento y antes que nada el de Occidente. En bonne logique, il n'est donc pas surprenant que les contradictions internes à ce mode de production aient joué à fond en Occident. Lógicamente, no es sorprendente que las contradicciones internas de este modo de producción hayan jugado a fondo en Occidente. Car dans cette région, l'Europe occidentale, aucun modèle historique antérieur ou différent ne venait les amortir ou les enrayer. Ya que en esta región, en Europa occidental, ningún modelo histórico anterior o diferente podía atenuarlas o frenarlas. Comme cela aurait été, selon Anderson, le cas de l'héritage hellénistique en Orient. Como habría sido, según Perry Anderson, la herencia helenística en Oriente. Donc nous retrouvons une approche de type systémique, Entonces podemos encontrar un enfoque de tipo sistémico qu'on trouve chez d'autres auteurs, par exemple chez Aldo Schiavone. que encontramos en otros autores como Aldo Schiavone. Voici maintenant une version bien différente. Y ahora voy a pasar a una versión que es muy diferente. Je cite, « La meilleure façon d'imaginer les changements survenus à la fin de l'Antiquité consiste à y voir une redistribution et une nouvelle orchestration de composants déjà présents depuis des siècles dans le monde méditerranéen. La mejor manera de imaginar los cambios surgidos a fines de la antigüedad consiste en ver allí una redistribución y una nueva orquestación de los componentes ya presentes desde hace siglos en el mundo mediterráneo. Nous avons affaire, continue l'auteur que je cite, à un monde très ancien, Se trata, por lo tanto, y sigo con la cita de este autor, de un mundo muy antiguo. Dans ce monde, les changements n'arrivaient pas comme des perturbations apportées par des visiteurs extérieurs, Y en este mundo los cambios no llegaban como perturbaciones aportadas por los visitantes externos. ils se produisaient avec d'autant plus de force qu'ils résultaient de l'assemblage de matériaux anciens et familiers. Se producían aún con más fuerza porque resultaban del ensamblaje de materiales antiguos y familiares. Et pour ceux qui lisent ce type de littérature, ils auront reconnu la plume, le style, probablement de celui qui est le plus grand historien actuel de la fin du monde antique, l'historien anglo-américain Peter Brown. Y para aquellos a quienes les guste esta literatura, seguramente hayan reconocido en esta pluma a uno de los mayores historiadores del mundo antiguo anglosajón, Peter Brown. Alors, je n'ai bien entendu aucune qualité pour juger laquelle de ces deux propositions est vraie. Por supuesto que no tengo ninguna cualidad para poder juzgar cuál de estas dos propuestas es verdadera. J'observe seulement qu'elles ne parlent pas de la même chose. Lo único que observo es que no hablan de lo mismo. Et il ne s'agit pas seulement d'interprétation, mais de la construction d'un problème, la construction du problème que nous appelons communément celui de la transition. Se trata solamente de interpretación, pero de la construcción de un problema que nosotros llamamos comúnmente el problema de la transición. J'en trouve confirmation dans un article très énergique qu'a publié l'historien de Rome Andrea Giardina, Y encuentro una confirmación de esto en un artículo muy enérgico publicado por la historiadora de Roma, Andrea Giardina, qui s'oppose à la proposition de Peter Brown que se opone a la propuesta de Peter Brown, en disant que cette dilatation abusive d'une période historique se fait au prix du risque d'une perte de repères. diciendo que esta dilatación abusiva de un periodo histórico se hace con el riesgo de tener una pérdida de referencias. Ce que vise Giardina, c'est la dissolution de la fin de l'Antiquité ou du passage de l'Antiquité au Moyen-Âge dans une sorte d'interminable continuum au cours duquel l'Antiquité donnerait déjà
selon ses commentateurs, les signes de sa modernité. Giardina apunta a la idea de que la disolución del final de la antigüedad en un interminable continuo, durante el cual se verían ya, según sus comentadores, los signos de la modernidad. Ce que Giardina reproche à Brown et à un certain nombre d'autres historiens, c'est de proposer une conception illisible de la transition, dont il estime qu'elle est inséparable de la crise du grand paradigme temporel. Lo que Giardina reprocha a Brown es la confusión y la confusión que él le imputa es una concepción ilegible de la transición, ya que considera que es inseparable de la crisis del gran paradigma temporal. Et pour lui, la crise du paradigme temporel se double de ce qu'il appelle une crise des morphologies. Y para él, esta crisis del paradigma temporal se duplica de lo que él llama una crisis de las morfologías. D'un côté, celui de Brown, des continuités sans contour. Por un lado, de Brown, las continuidades sin contorno. De l'autre, Giardina, historien marxiste, qui propose une approche en termes de structure. Y por el otro lado, el historiador Giardina, historiador marxista, le opone un enfoque en términos de estructuras. Qui permet de situer où il convient les discontinuités nécessaires. Que permite ubicar donde sea conveniente las discontinuidades necesarias. Encore une fois, je n'ai aucun avis sur le fond de ce débat. Una vez más, yo no tengo ninguna opinión sobre el fondo del Et je n'ai pas les moyens d'en avoir un. Y además no tengo los medios para tener. Mais il a le mérite de poser clairement le problème. Pero tienen el mérito de plantear claramente el problema. Nous avons donc deux approches. Une approche de type morphologique qui repère des ruptures entre systèmes et modèles. Tenemos entonces dos enfoques, uno que es de tipo formológico, que distingue rupturas entre sistemas o modelos. Et une autre approche qui est une approche de type processuel, qui se veut attentive aux détails des transformations effectives, comme elles ont eu lieu. Y el otro enfoque, que es de tipo procesual y que pretende prestar atención a los detalles de las transformaciones efectivas. Les deux approches sont légitimes, l'une et l'autre nous apprennent quelque chose. Ambos enfoques son legítimos, ambos nos enseñan algo. Mais ce quelque chose est différent de l'une à l'autre. Pero este algo difiere de un enfoque a otro. Alors que nous passons en permanence de l'une à l'autre, mais le plus souvent sans le dire et même sans en avoir pleinement conscience. Aunque pasemos permanentemente de uno a otro, pero en la mayoría de los casos sin decirlo e incluso sin tener conciencia de ello. Alors la question se pose, pouvons-nous nous passer de l'une ou de l'autre de ces deux approches? Entonces la pregunta que se plantea es, ¿podemos prescindir de alguno de estos dos enfoques? Alors un de mes auteurs favoris, Siegfried Kracauer, uno de mis autores favoritos, Siegfried Kracauer, n'était pas un historien mais un sociologue de formation qui sur le tard s'est mis à réfléchir sur ce que font les historiens. No era un filósofo, sino un sociólogo de formación y más tarde se reflexiona sobre lo que hacen los historiadores. Dans le livre inachevé qu'il a consacré à ce sujet, les pages les plus intéressantes sont peut-être celles qu'il écrit sur ce qu'il appelle l'antinomie du temps historique. En el libro inacabado que él dedicó a este tema, las páginas más interesantes son quizás aquellas que están dedicadas a lo que él designa como la antinomia del tiempo histórico. Le sens commun, mais aussi une bonne part de l'historiographie, se représente le temps historique comme un processus immanent et continu. La mayoría de la historiografía se representa este tiempo histórico como un proceso inmanente y continuo. Un médium homogène englobant indistinctement tous les événements imaginables. Un medio homogéneo que engloba de manera indistinta todos los acontecimientos imaginables. Elle le pense aussi comme un tout dont les éléments singuliers qu'il compose sont supposés entretenir avec l'ensemble
des rapports qui sont investis de sens et qu'il reviendrait aux historiens d'expliciter. También lo piensa como un todo cuyos elementos singulares que lo componen deben mantener con el conjunto relaciones provistas de sentido y que los historiadores deben explicitar. Alors nous ne croyons plus au Zeitgeist à la Hegel, encore que. Mais nous restons largement attachés à l'idée qu'il existe des structures englobantes que nous nommons des périodes, des moments, des civilisations, des siècles, des systèmes, des régimes, et qui nous paraissent, sans que nous y réfléchissions davantage, garantir l'articulation des parties au tout. No, nosotros no creemos más en el Zeitgeist a la Hegel, pero estamos sin embargo atraídos por la idea de que existen estructuras englobantes que nosotros nombramos periodos, civilizaciones, momentos, siglos, sistemas, regímenes, y que sin reflexionar demasiado garantizan esta articulación de las partes con el todo. Or, cette conviction ne va pas de soi. Ahora bien, esta convicción no es evidente. Krakauer n'avait probablement pas lu Braudel, Probablemente Krakauer no había leído a Braudel, mais il lisait beaucoup d'autres choses et il y a trouvé de quoi renforcer sa conviction que la coexistence et la co-occurrence des objets dans le temps n'apportent en rien la preuve que ces objets sont nécessairement liés par des relations significatives. pero había leído a muchos otros autores y encontraba cómo reforzar su convicción de que la coexistencia y la co-ocurrencia de los objetos en el tiempo no aportan para nada la prueba de que estos están necesariamente vinculados por relaciones significativas. Dans l'image classique de l'histoire comme une sorte de fleuve qui emporterait tout à la même vitesse, La idea clásica de la historia como una especie de río que llevaría todo a la misma velocidad. Krakauer lui oppose les décalages qui pour lui sont constitutifs du sang historique. Él le opone a esta imagen la idea del desfasaje que para él es constitutivo del tipo histórico. Ou pour le dire plus brutalement, plusieurs histoires sont présentes ensemble et s'écoulent à des rythmes différents à un même moment du temps. O, para decirlo de una manera más brutal, muchos historiadores, muchas historias están presentes y transcurren a ritmos diferentes en un mismo momento del tiempo. Alors cela, à vrai dire, nous le savons tous. En realidad esto lo sabemos todos, Mais nous n'en tirons pas nécessairement toutes les conséquences, puisque nous continuons en permanence à nous référer à des découpages englobants et aussi aux transitions qui permettent de passer des unes aux autres. Sin embargo, no aprendemos la lección, ya que continuamos permanentemente seguimos refiriéndonos a recortes englobantes y eventualmente a transiciones que permiten pasar de uno a otro. Pouvons-nous d'ailleurs éviter de le faire? Pero ¿podemos evitar de hacer esto? Il reste malgré tout nécessaire de donner aux configurations temporelles une forme reconnaissable. Es sin embargo necesario darle a las configuraciones temporales una forma reconocible. Alors cette tension, si vous voulez, entre les décalages constitutifs du temps historique et la nécessité d'une forme, c'est précisément ce que Krakauer appelle l'antinomie du temps historique. Este desfasaje Entre les décalages temporels. Esta diferencia entre el desfasaje temporal et la forme qui nous permet d'appréhender l'histoire, y la forma que nos permite aprender la historia, c'est ce que Krakauer appelle l'antinomie du temps historique. es lo que Krakauer denomina la antinomia del tiempo histórico. Antinomie parce que les figures qu'il dégage relèvent de conceptions qui sont irréconciliables. Se habla de antinomia porque las figuras que él distingue remiten a concepciones irreconciliables. Et notre difficulté à penser la transition comme catégorie historique et les transitions particulières, dans les exemples que je viens de donner trop rapidement, renvoie bien entendu à cette antinomie. Y la dificultad que tenemos para pensar la transición como una categoría histórica y las transiciones particulares
como lo ilustran los ejemplos que yo he dado rápidamente, de lo que son que han sido evocados superficialmente, remiten a este antinomio. Alors j'en viens au présent. Nous vivons des temps qui sont désordonnés. Ahora voy a ir al presente. Estamos viviendo tiempos que son desordenados. Nous sommes plutôt malaisément sortis du temps du progrès qui, pendant plus de 2 siècles, avait façonné les représentations du cours du monde historique. Hemos salido de manera incómoda del tiempo del progreso que durante más de 2 siglos había dado forma a las representaciones del curso del mundo histórico. Ce que Koselleck appelle le régime moderne d'historicité, Lo que Koselleck llama el régimen moderno de historicidad, c'est-à-dire un régime que commandaient les anticipations de l'avenir et à partir duquel nous organisions rétrospectivement notre passé et pensions notre présent, es decir, el régimen moderno de historicidad, aquel que comandaba las anticipaciones del futuro y a partir del cual nosotros organizamos retrospectivamente nuestro pasado y pensamos nuestro presente. ce régime s'est défait. Este régimen se deshace, L'avenir se ha deshecho. est devenu opaque et du coup, le passé est moins certain qu'il ne l'était. El futuro se ha vuelto opaco y el pasado se ha vuelto más incierto. François Hartog a proposé d'appeler présentisme ce brouillage des dimensions temporelles ou des coordonnées temporelles. François Hartog propone llamar presentismo a esta interferencia de las dimensiones temporales. Et dans le même moment, et les deux choses sont bien entendu liées, les grandes architectures interprétatives qui garantissaient l'intelligibilité du monde historique, et d'abord de la possibilité de le penser comme une totalité, ces grandes architectures ont perdu de leur efficacité ou de leur force de conviction. Y al mismo tiempo las dos cosas están ligadas. Las grandes arquitecturas interpretativas que garantizaban la inteligibilidad del mundo histórico y en primer lugar la posibilidad de pensarlo como una totalidad han perdido su eficacia. Alors l'histoire à la fois comme discipline, mais aussi les diverses pratiques que nous pouvons en avoir les uns et les autres, l'histoire a été particulièrement exposée à cette réorganisation du régime temporel. La historia como disciplina y como podemos vivirla nosotros y las diversas prácticas que nosotros podemos tener han sido particularmente expuestas en esta reorganización del régimen temporal. Elle l'a été d'autant plus qu'au même moment, nous avons appris, plus ou moins difficilement, à décentrer notre point de vue par rapport à notre propre histoire, et nous, c'est principalement les Européens. Y lo han sido aún más a partir del momento de que en el mismo tiempo hemos aprendido a descentrar nuestro punto de vista con respecto a nuestra propia historia. Le programme de ce qu'on appelle Global History ou World History peut sembler encore flou. El programa que se llama Global History puede parecer todavía un poco impreciso, Mais il nous impose de penser désormais que plusieurs histoires coexistent avec celles qui nous sont le plus familières. pero nos impone pensar que varias historias coexisten con aquellas que nos resultan más familiares. Et que toutes ces histoires, qui n'ont pas cessé de se croiser jusqu'à un certain point, nous confrontent avec des temporalités, des rythmes qui ont pu être profondément différents entre eux. Y que estas historias que no han dejado de cruzarse hasta cierto punto nos confrontan a temporalidades y a ritmos que han podido ser profundamente diferentes a los nuestros. Alors, cette leçon que nous, les historiens, nous identifions volontiers avec l'expérience des 20 dernières années, je rappelle qu'elle nous avait déjà été administrée il y a plus d'un demi-siècle par Claude Lévi-Strauss dans un texte célèbre. Pero esta lección que identificamos con la experiencia de las últimas décadas ya nos había sido dada hace más de medio siglo por Claude Lévi-Strauss en un texto célebre. Je cite, « Le développement des connaissances préhistoriques et archéologiques tend à étaler dans l'espace des formes de civilisation que nous étions portés à imaginer comme échelonnées dans le temps. »
el desarrollo de los conocimientos prehistóricos y arqueológicos tiende a establecerse en el espacio de las formas de civilización que somos llevados a imaginar como escalonadas en el tiempo. Et Lévi-Strauss en déduisait, je le rappelle, une remise en cause de la notion de progrès, et ça se passe en 1952, c'est Race et Histoire. Y Lévi-Strauss, les recuerdo que deducía allí un cuestionamiento de la noción de progreso. En 1952. Alors, dans un monde, le nôtre, où les repères communs sont ainsi remis en cause, ou en tout cas assez communément brouillés depuis une bonne génération. Ahora, en un mundo donde las referencias comunes son puestas en tela de juicio o por lo general discutidas, al menos desde hace una generación, le terme de transition est devenu un mot commode, exactement comme le préfixe post-moderne, post-industriel, etc. El término transición se volvió una palabra cómoda, del mismo modo que el prefijo post, como postmoderno, etc. D'une certaine manière, nous sommes obsédés par les transitions et le transitionnel. De alguna manera estamos obsesionados por las transiciones y lo transicional. Les politologues scrutent les formes de la transition démocratique. Los politólogos examinan las formas de la transición democrática. Avec les juristes et les sociologues, ils sont attentifs aux différents processus de ce qu'on appelle aujourd'hui la justice transitionnelle. Con los juristas y los sociólogos están atentos a los diferentes procesos de lo que hoy llamamos la justicia transicional. Les écologistes, les politiques et même les citoyens se préoccupent de la transition énergétique, des transitions climatiques, plus généralement de la transition écologique qu'elle pourrait promettre. Los ecologistas, los políticos, incluso los ciudadanos están preocupados por la transición energética y las transiciones climáticas, y de manera más general por la transición ecológica que podría prometer. La transition démographique est derrière nous dans les pays développés, mais elle reste à venir dans une bonne partie du monde. La transición demográfica está detrás de nosotros, en los viejos países desarrollados, pero también está por llegar a una buena parte del mundo. Et l'on nous parle aujourd'hui d'une transition alimentaire dont les contours me paraissent un peu flous, puisqu'elle devrait articuler ensemble plusieurs préoccupations. Nourrir le monde, c'est le thème de l'exposition universelle de Milan cette année. Nourrir le monde et mieux en termes de santé publique, tout en ménageant durablement les ressources de la planète et les bonnes marges des économies, autant dire la quadrature du cercle. Y hoy nos hablan de una transición alimentaria, cuyos contornos me parecen un poco imprecisos, ya que deberían articular en conjunto varias preocupaciones. Alimentar al mundo es el tema de la Exposición Universal de Milán de este año, alimentar mejor en términos de salud pública, administrando de manera durable el planeta y el buen funcionamiento de las economías. Es como decir que se resuelve la cuadratura del círculo. Alors je n'entre pas, je n'ai pas le temps d'entrer, je n'ai pas non plus les compétences pour entrer dans le détail de ces propositions. No tengo las competencias y no voy a entrar en los detalles de esta propuesta. Mais je note que transition est devenu le mot à tout faire qui sert trop souvent à combler les trous de nos ignorances ou de nos approximations. Pero lo que observo es que esta palabra transición se ha vuelto una palabra para hacer todo, que sirve muy a menudo para llenar los huecos de lo que ignoramos o de nuestras aproximaciones. Je note ensuite que la plupart des transitions qui nous préoccupent aujourd'hui renvoient à des scénarios à venir, ou même à ce qu'on appelle en anglais des wishful thinking, les souhaits que nous formons pour que le monde soit meilleur, sans vraie garantie qu'il le devienne meilleur. Y por otro lado, también observo que la mayoría de las transiciones que nos preocupan hoy remiten a escenarios por venir, incluso lo que en inglés se denomina wishful thinking, o los deseos, es decir, los deseos que formamos para que el mundo sea mejor, sin tener una verdadera garantía de que así sea. Nous nous trouvons confrontés à une nébuleuse d'attentes qui témoigne d'abord de nos insatisfactions ou de nos inquiétudes et de notre obstination louable à vouloir qu'un autre avenir soit possible. Aquí nos confrontamos a una nebulosa de expectativas que dan cuenta, en primer lugar, de nuestras insatisfacciones
y de nuestra obstinación en querer que otro futuro sea posible. Alors, je ne voudrais pas rester pourtant à ce constat blasé, et je me demande si ces scénarios peuvent pour autant nous aider à réfléchir, en historien, sur la notion de transition. Sin embargo, no quisiera quedarme con esta comprobación de hastío o apática. Me pregunto, ¿estos escenarios pueden, sin embargo, ayudarnos a reflexionar como historiadores sobre la noción de transición? Voici donc quelques remarques pour conclure. Así que les voy a presentar algunas observaciones para concluir. Je note que la plupart des représentations, des programmes de transition qui sont envisagés aujourd'hui mettent en jeu un très grand nombre de variables. Creo que la mayoría de nosotros pone en juego una gran cantidad de variables. C'est une chose qui est bien connue pour les scénarios qu'élaborent les spécialistes qui suivent les transformations du climat et qui ne peuvent travailler qu'avec une énorme puissance de calcul. Es algo que es muy bien conocido para los escenarios que elaboran los especialistas que siguen las transformaciones del clima y que solo pueden trabajar con una enorme potencia de cálculo. Mais ils peuvent le faire parce que leurs données sont mesurables et manipulables, ce qui à l'évidence n'est pas le cas de toutes les transitions qui mobilisent aujourd'hui l'attention des chercheurs. Pueden hacer esto porque sus datos son medibles y manipulables, algo que evidentemente no es así en todas las transiciones que movilizan hoy la atención de los investigadores. C'est là une première différenciation entre les scénarios qui sont à l'étude. Es una primera diferenciación entre los escenarios que estudiamos. La plupart d'entre eux reposent sur des opérations de modélisation, La mayoría de ellos se basan en operaciones de modelización, mais les opérations qui ne sont pas toutes construites et susceptibles d'être testées de la même manière. pero no todas estas operaciones se construyen y son susceptibles de ser probadas de la misma manera. Et j'ajouterais volontiers que les modèles les plus efficaces en termes de démonstration sont ceux pour lesquels il est possible de limiter le nombre des variables. Me gustaría agregar que los modelos más eficaces en términos de demostración son aquellos que es posible limitar, en los cuales es posible limitar la cantidad de variables. La démographie, et au sein de la discipline, la démographie historique, en donne un bon exemple. Y la demografía histórica nos da un buen ejemplo de esto. Ce qu'on appelle la transition démographique repose sur le jeu de 4 variables principales: natalité, mortalité, nuptialité, fécondité. Lo que se denomina la transición demográfica se basa en el juego de 4 variables principales: natalidad, mortalidad, nuptialidad y fecundidad. On peut compliquer le modèle, on peut le computer en particulier en tenant compte, et on doit le faire, des phénomènes migratoires. Podemos complicar el modelo, podemos completarlo teniendo en cuenta, y debemos hacer esto, de los fenómenos migratorios. On peut en tester la validité, l'élasticité et donc les limites sur d'autres terrains. Podemos probar la validez y la elasticidad, los límites, por lo tanto, en otros terrenos hoy. Mais dans sa simplicité un peu robuste, il fournit une base de raisonnement et d'expérimentation. Pero en su simplicidad se necesita una base de razonamiento y de experimentación. Peut-on en dire autant de la transition démocratique ¿Se puede decir lo mismo de la transición democrática? ou de la transition écologique? Certainement pas. ¿De la transición democrática o de la transición Oui. ecológica? Seguramente que no. Le constat est encore plus vrai lorsque nous nous confrontons à des phénomènes aussi larges, aussi diffus que la transition de l'Antiquité au Moyen-Âge ou celle du féodalisme au capitalisme. Esta constatación vale aún más cuando nos confrontamos a fenómenos tan amplios como, y difundidos como la transición de la antigüedad a la Edad Media o aquella del feudalismo al capitalismo. J'en viens à une deuxième observation. Y voy a realizar una segunda observación. Nous, les historiens, nous travaillons sur des phénomènes qui ont eu lieu une seule fois, d'une seule manière, Nosotros los historiadores trabajamos con fenómenos que han tenido lugar una sola vez y de una sola manera, et qui se présentent donc sous les apparences de la nécessité puisqu'ils ont eu lieu. y por lo tanto se presentan bajo la apariencia de la necesidad, ya que han acontecido, han tenido lugar. Il ne nous est pas permis, et le plus souvent il ne nous est pas possible, d'imaginer qu'il aurait pu en être autrement
sinon par le recours à la comparaison raisonnée. No nos está permitido y por lo general no nos es posible imaginar qué habría podido, que habría podido ser de otro modo, solo si recurrimos a una comparación razonable. En un mot, nous n'avons pas la même liberté d'imagination et d'expérimentation que les transitologues, puisque ça existe aujourd'hui. Nosotros no tenemos, por lo tanto, la misma libertad de imaginación y de experimentación que los transitólogos, ya que esto existe hoy, qui peuvent, bien ou mal, multiplier les scénarios pour l'avenir. que pueden bien o mal multiplicar los escenarios para el futuro o el porvenir. Il y a dans le regard de l'historien une sorte d'infirmité constitutive que signalait déjà Hannah Arendt. Existe en la mirada del historiador una especie de discapacidad constitutiva que ya la señalaba Hannah Arendt. Les choses ont eu lieu et la catégorie du possible est sans doute celle qui est le plus difficile à penser et à mettre en œuvre en histoire. Las cosas han tenido lugar y la categoría de lo posible es sin duda una de las más difíciles de pensar y de poner en marcha en historia. Nous en avons longtemps tiré la conviction que le changement obéissait à une nécessité globale et à une seule. Hemos tenido por mucho tiempo la convicción de que el cambio obedecía a una necesidad global y a una sola. Le Moyen-Âge féodal succède à l'Antiquité esclavagiste, le capitalisme succède au féodalisme, et ainsi de suite. La Edad Media feudal le sucede a la antigüedad esclavista, el capitalismo al feudalismo y así sucesivamente. Et nous nous en convainquons d'autant plus aisément que nous avons trop souvent tendance à expliquer, je l'ai déjà dit, l'avant par l'après et à nous inscrire spontanément dans une perspective téléologique. Nos convencemos de esto aún con más facilidad porque por lo general tenemos tendencia a explicar, y esto ya lo he recordado, el antes por el después, y a inscribirnos de este modo en una perspectiva teleológica. Il me semble que dans l'usage que nous en faisons, la catégorie de transition est difficilement séparable de ces représentations spontanées. Creo que en el uso que hacemos de ella, la categoría de transición es difícilmente separable de estas representaciones espontáneas. On fait une dernière remarque. Il ne s'agit pas uniquement ici d'opposer les vertus d'un empirisme historien au prestige d'une théorie unifiée, celle de Marx ou une autre. Y voy a hacer una última observación. No se trata solamente de oponer las virtudes de un empirismo de historiador a los prestigios de una teoría unificada, la de Marx u otro. Mais il s'agit, sur le fond, de concevoir qu'une transition peut être ouverte et qu'elle peut déboucher sur plusieurs possibles. Pero en el fondo se trata de conseguir que una transición puede ser abierta y que puede conducir a varios posibles. Le problème, à dire vrai, n'est pas nouveau. En realidad, este problema no es nuevo. J'en reviens pour finir à Marx, puisque pour l'essentiel, c'est à partir de lui que la notion de transition a essaimé dans le vocabulaire commun des sciences sociales. Voy a volver a Marx, ya que esencialmente es a partir de él que la noción de transición ha emigrado al vocabulario común como al léxico de las ciencias sociales. Sa conception, je l'ai dit, est inséparable des grands schémas évolutionnistes qui ont dominé la pensée du XIXe siècle et pour lesquels l'histoire, toutes les histoires, prennent la forme d'une série de moments successifs. Su concepción de conjunto es inseparable de los grandes esquemas evolucionistas que han dominado el pensamiento del siglo XIX y por los cuales la historia, todas las historias, toman la forma de una serie de momentos sucesivos. Le passage d'un moment à l'autre est bien ce qui appelle une analyse et une explication de la transition. El pasaje de uno a otro es lo que requiere un análisis y una explicación de la transición. Et il ne fait pas de doute qu'il y a chez Marx une dimension téléologique. Cette histoire est orientée dans ses propres lois de production. No hay duda de que en Marx existe una dimensión teleológica. Esta historia está orientada en sus propias leyes de producción. Elle l'est aussi inséparablement en termes d'attente politique. Y también es inseparable en términos de expectativas políticas. Le capitalisme, provisoirement dernier venu des modes de production, doit produire les conditions de son propre dépassement et donc d'une sortie du capitalisme, d'une transition vers autre chose.
El capitalismo, el último de los modos de producción, produce las condiciones de su propia superación y, por tanto, produce una salida del capitalismo y una transición hacia otra cosa. Pourtant, on a montré que coexistaient en fait chez Marx, et dans une partie de la tradition marxiste, et à partir de là, dans l'ensemble des sciences sociales, deux modèles de transition. Sin embargo, hemos podido mostrar que coexisten en Marx, en la tradición marxista y a partir de allí en el conjunto de las ciencias sociales, dos modelos de transición. Le premier modèle est, si je peux dire, explicatif. El primer modelo, si puedo decirlo, es explicativo. Il envisage la transition comme un processus ouvert, déterminé, mais dont on ne peut anticiper les résultats. Considera la transición como un proceso abierto, determinado, pero del cual no se puede anticipar los resultados. C'est une tendance qui débouche sur des possibles pluriels. Es una tendencia que conduce hacia posibles en plural. Le second modèle est normatif et instrumental. El segundo modelo es normativo e instrumental. Il assigne un but et il ordonne une histoire en fonction de ce but. Él designa un objetivo, una meta y ordena una historia en función de este objetivo. Dans ce second modèle, la transition est pensée comme une transformation globale qui doit affecter toutes les dimensions de la vie sociale, et c'est ce qui permet de mettre en œuvre un programme et une politique pour la réaliser. En este último modelo, la transición es pensada como una transformación global que afecta a todas las dimensiones de la vida social y es lo que permite poner en marcha un programa y una política para realizarlo. Alors, dans l'histoire réelle, il faut bien reconnaître que c'est le second modèle qui a été dominant à travers le XXe siècle. En la historia real, es este segundo modelo el que ha dominado durante el siglo XX. On pense bien sûr aux expériences politiques qui se sont assignées pour tâche de créer les conditions d'une société ou de sociétés au pluriel radicalement nouvelles. En la historia pensamos, por supuesto, en experiencias políticas que tenían la tarea de crear las condiciones de una sociedad o de sociedades en plural radicalmente nuevas. La tradition marxiste, ou celle qui plus exactement se réclamait du marxisme-léninisme, n'est d'ailleurs pas seule en cause ici. En la tradición marxista, o aquella, para decirlo con mayor exactitud, que se proclamaba del marxismo-leninismo, no es la única que está aquí puesta en tela de juicio. On retrouve exactement le même type d'alternative dans les théories de la modernisation qui se sont développées après la Seconde Guerre mondiale, ou encore dans les théories de la démocratisation et dans les projets politiques qu'elles ont inspirés au lendemain de la décolonisation. Encontramos en efecto la misma alternativa en las teorías de la modernización que se han desarrollado tras la Segunda Guerra Mundial o incluso en las teorías de la democratización y en los proyectos que se han inspirado al día siguiente de la descolonización. Alors, j'espère l'avoir montré, je termine là-dessus. Le choix est ici entre l'intelligence d'un processus que nous appelons la transition et la revendication d'un programme. Voy a terminar con esto, espero que se haya entendido. La elección se da entonces entre la inteligencia del proceso, de la transición, y la reivindicación del programa. Et il peut nous aider à clarifier, enfin j'espère, les usages historiens de la notion de transition. Y espero que esto pueda ayudarnos a clarificar los usos que hacen los historiadores de la noción de transición. Merci. Muchas gracias. Agradecemos mucho al profesor la conferencia que nos dio sobre la transición y haciendo un recorrido que nos ha traído a la memoria muchos debates que han sido muy importantes para nosotros para pensar la utilización del concepto de transición de otra manera. Así que ahora vamos a hacer otra transición y pasamos a las preguntas. Si hay preguntas o algún comentario, no tenemos otro micrófono, o sea, o el que quiere decir algo lo dice bien fuerte o se acerca un poquito para usar el micrófono aquí delante.